Bonjour tout le monde! Je vous présente ma petite grenouille zen. Ça fait du bien de prendre le temps de respirer. Le calme, mais aussi l'énergie, l'action. Aujourd'hui à l'émission, on va parler climat. Y a-t-il une différence entre le climat et la météo? On va le découvrir. Ensuite, on s'en va un reportage avec les tout-petits du jardin d'enfants de Madame Diane. On va découvrir qu'il y a des vélos spéciaux pour les petits, pour les amener à avoir plus d'équilibre et de mobilité. Un beau reportage de mon collègue Mathieu. Et on va finir en prenant un grand respire pour pouvoir chanter, sortir notre voix. On découvre avec le chœur polyphonique quel sera le répertoire de leur concert de Noël. Installez-vous confortablement et respirez. Vous êtes à l'émission, ça se passe chez vous. Bonjour, bonjour, Madame Josée Bouchard. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, moi aussi. Écoute, je suis comme ébahie de te recevoir parce que depuis 3 ans, conseillère en transition climatique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce poste-là à la MRC? Est-ce que c'est nouveau? C'est effectivement nouveau. En fait, je suis en poste depuis 6 mois. C'est un poste qui a été créé dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale. C'est un programme du gouvernement du Québec dans lequel les MRC étaient invités, en fait, à lever la main pour se lancer dans une démarche d'adaptation au changement climatique. C'est dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Bon, mais qui dit climat, ça doit être comme la météo, ça. Vous allez nous dire qu'il va faire moins beau, plus beau. C'est quoi? Est-ce qu'on peut apparenter ça à la météo? Comment il faut voir ça? Oui et non. Parce que effectivement, le climat et la météo sont deux choses différentes. La météo, c'est ce qu'on expérimente au quotidien, quand on sort puis qu'il pleut, qu'il fait soleil ou qu'on nous dit qu'il va venter demain. Et le climat, c'est en fait la somme des observations météorologiques. En fait, c'est les observations qu'on fait. Une tendance qu'on est capable de dégager. Sur des journées, des semaines, des années, même des décennies et même des siècles. Oui. Donc, le climat, si je fais le parallèle, si vous vous baladez avec votre chien, c'est un peu comme si le chien, c'était la météo. Lui, il sait à gauche, à droite. Il suit, selon ses humeurs, il sent une petite affaire de ce bord-là, il s'en va à droite. Oui, fait que la météo a plus de soubresauts. Okay. Vous êtes comme le climat. Vous avancez, vous tracez la tendance, en fait, de la direction vers laquelle on s'en va. Et ce qu'on observe en termes climatiques depuis quelques décennies, c'est une tendance quand même au réchauffement. Ce qui occasionne... Plus de chaos, un peu. Oui, un peu plus de chaos. Oui, le terme est fort, mais c'est souvent plus d'événements climatiques extrêmes, de plus forte intensité, plus fréquents, comme on a vu des incendies, des inondations, des feux de forêt, en fait, plus. Fait qu'on augmente... Il y a une intensité qui augmente dans les dernières décennies. Et puis, les plans, en fait, visent à voir qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour se préparer mieux à toute cette diversité, disons, de conditions météorologiques plus changeantes et moins prévisibles, de moins en moins prévisibles. Puis, en même temps, on dirait que, bon, nous, on le sait, dans Charlevoix-Baie-Saint-Paul, en tout cas, on y a goûté avec l'eau. Donc, cette ressource tellement merveilleuse, mais une force de la nature qui se déchaîne, à un moment donné, on ne peut pas faire grand-chose que d'accueillir. Par contre, autrefois, ils disaient, bon, mais une crue comme ça, on voit ça, mettons, aux 100 ans ou aux 200 ans, on perçoit, comme moi, simple citoyenne qui n'a pas nécessairement plein de connaissances, on dirait que ces événements-là se rapprochent, ils sont plus... ils rapetissent dans le temps, on voit ces chaos-là, j'appelle ça comme ça, c'est plus surprenant, arriver plus régulièrement. Hein? Oui, c'est vrai qu'on l'observe même à l'échelle humaine, mais c'est ce qui est observé scientifiquement par les données là, qui sont recueillies, que ce soit à l'échelle de la province, mais c'est comme ça pour l'ensemble de la planète, en fait. Mais je voyais en me préparant qu'il y a 2 grands pôles. Hein? Tu as l'atténuation puis l'adaptation. Ça, c'est les 2 choses sur lesquelles je pense que tu vas travailler dans la prochaine année. Oui, en fait, l'objectif du plan climat, on pourrait résumer en disant, c'est se préparer sans empirer la situation. Donc, on veut en même temps bien se préparer à un climat plus changeant, moins prévisible et plus intempestif, disons. Oui. Et en même temps, continuer à faire en sorte de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour
au moins que le réchauffement se fasse moins rapidement pour nous donner davantage de temps pour s'adapter. Quand on parle d'adaptation, on a déjà en fait des municipalités ici qui sont en action parce que la MRC, dans le cadre du plan climat, son objectif, c'est vraiment d'accompagner les municipalités. Fait qu'on travaille à l'échelle municipale. Et puis, par exemple, à Petite-Rivière-Saint-François, il y en a peut-être qui ont observé qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués en collaboration avec le comité ZIP pour stabiliser la berge dans le secteur du parc des Riverains. Ça, c'est un exemple de mesure d'adaptation au changement climatique. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour le boisé du quai à Baie-Saint-Paul? Ça pourrait être la même chose. Moi qui va marcher là régulièrement parce que je reste sur la rue Sainte-Anne, puis tu sais, je suis vraiment étonnée depuis, je dirais, peut-être les 5 dernières années, de voir comment les types de grandes marées, en tout cas, viennent gruger de plus en plus la berge, puis les arbres qui tombent, puis tu sais, tu te dis, bien, c'est inquiétant. Oui, bien dans le cadre du plan climat, en fait, l'objectif, c'est d'aller faire des observations comme ça le long des berges, d'évaluer là où il y a des risques, puis c'est quoi aussi le niveau de risque? Ça impacte quoi? Est-ce que ça impacte, par exemple, est-ce que ça peut impacter des bâtiments? Est-ce que ça peut avoir un effet, par exemple, sur une source d'eau potable, sur une infrastructure? Fait qu'en fonction du niveau de risque, ensemble, les municipalités, en fait, on va décider c'est quoi qui est prioritaire sur lequel intervenir, et le programme a des enveloppes aussi budgétaires pour, après ça, financer ces mesures-là. OK. Ouais. Puis, au niveau, je dirais, personnel, ça va être dans une deuxième phase où vous allez pouvoir peut-être nous aider en tant que citoyens, peut-être à avoir une vision ou des gestes ou des actions qui sont plus à l'intérieur du cadre de on veut atténuer puis s'adapter le plus possible à ces choses-là qui nous tombent dessus. Comme diraient les Gaulois dans Astérix, que le ciel va nous tomber sur la tête. Oui, exactement. En fait, le plan va devoir s'accompagner de mesures de transition pour, d'une part, faire connaître les actions qui sont prises pour que les gens voient, en fait, à quoi les fonds publics sont utilisés, d'une part, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour, des fois, changer les choses. Puis là-dessus, il y a déjà des efforts qui ont été effectués, par exemple, par la Ville de Baie-Saint-Paul, parce que tout à l'heure, on a parlé d'un exemple d'adaptation à Petite-Rivière-Saint-François. Pour les émissions de gaz à effet de serre, ça fait quand même plusieurs années que la municipalité fait des bilans carbone et voir qu'est-ce qu'elle peut faire comme organisation, par exemple, diminuer sa consommation d'énergie en changeant les luminaires de l'éclairage public, ce qui a été fait, mais aussi par rapport à la collectivité, Baie-Saint-Paul change beaucoup de choses en mobilité durable, donc ajoute des trottoirs, ajoute des liens cyclables, et ça, c'est des actions que les gens peuvent faire au quotidien. Non seulement ça permet de se tenir plus en forme parce qu'on bouge plus, mais aussi bien, le fait de limiter l'utilisation de la voiture, bien, ça fait moins d'essence consommée, moins de gaz à effet de serre émis. Donc, j'imagine, Josée, je te remercie de ta présence, que on se fixe un prochain rendez-vous, peut-être à l'automne prochain, pour que tu puisses venir nous parler de ce qui va avoir été mis en place, puis les avancements qui tournent autour du transition, de vivre mieux la transition climatique. Ce sera un plaisir. Merci, Josée. Puis tu me permets de faire une merveilleuse transition vers notre reportage qui a été fait par mon collègue Mathieu. Tu parlais de pistes cyclables. Bien, imaginez-vous donc qu'ici, à Maisons-Mères, nous accueillons bien sûr le jardin d'enfants de Mme Diane Amiotte, et elle a réussi à monter un projet pour que les petits aient des vélos spéciaux qui vont les aider à avoir une meilleure équilibre et mobilité et passer du vrai vélo à pédale plus rapidement. Donc, restez là, un merveilleux petit reportage qui va vous faire sourire et réfléchir. La Caisse des jardins du fleuve et des montagnes a récemment remis 3 000 $ au jardin d'enfants de Baie-Saint-Paul pour initier les tout-petits à la pratique de l'activité physique. L'équipe de TVCO a rencontré Mme Diane Amiotte afin d'en apprendre davantage sur ce projet. Cette belle journée de pluie, vous êtes venus voir ce que la Caisse populaire nous a offert. C'est un beau cadeau qui nous offre, avec PN Garriépi, des vélos sans pédale pour que les enfants puissent aller jouer dehors puis puissent faire de l'activité physique. Pour qu'ils puissent bouger plus. Oh, oui, puis bouger plus. Puis on sait qu'aujourd'hui, les enfants ne bougent pas beaucoup, ils sont plus devant leur TV ou devant leur tablette. Mais moi, le jardin d'enfants, je prône les activités à l'extérieur parce que c'est la magie, c'est les découvertes, c'est les bébites, les insectes, les animaux, les oiseaux. Puis là, on voulait une activité plus que
que de la marche. Donc, c'est pour ça que le vélo a été choisi. Il y avait des attraits intéressants. Oui, parce que l'hiver, on fait de la raquette, puis l'été, on fait la marche rapide, différentes activités que M. Alexandre nous offre. Mais le vélo, c'est un plus pour que les enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas de vélo, pas de pédale à la maison. Playtime. Un spécialiste de l'activité physique nous parle de l'origine de ce programme. Diane m'a abordé cet automne, assez tôt, puis elle voulait offrir une nouvelle activité. Donc, qu'est-ce qu'on offre aux enfants pour les apporter jouer dehors un peu plus bouger. On avait fait une lecture tous les deux, là, qui est le livre... c'est le livre, Il faut que ça bouge, donc qui a été écrit par Jean-François Harvey, puis Pierre Lavoie, qui montre, en fait, c'est mesurer que les enfants bougent moins, les enfants sont moins en forme, mais vraiment moins en forme qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? On a un peu jeté des idées comme ça, un peu voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prenait des trottinettes, ski de fond, raquettes, des raquettes on en a déjà, puis vélo d'équilibre. Puis en faisant une grille d'analyse, en regardant c'est quoi pour les enfants de cet âge-là qui est intéressant de faire, bien on a regardé, je me suis fait une grille, j'ai regardé, bon, ben est-ce que c'est une activité qui se fait dans la nature? Oui. C'est un jeu dehors? Oui, c'est dehors. Est-ce qu'on a une part de risque? On veut, avec ces enfants-là, avoir une part de risque. On a des casques qui ont été achetés aussi avec les vélos d'équilibre. Donc, mais ça permet aussi d'offrir une certaine liberté. Oui, on part, mais ça augmente notre terrain de jeu. Aussi, on peut aller plus loin sur le terrain derrière Maison-Mère. Donc, c'est un autre avantage. Puis, en plus, à l'âge qu'ils ont, là, 3 ans et demi, 4 ans et demi dans ce coin-là, c'est vraiment l'âge parfait pour apprendre à maîtriser le vélo avec des pédales éventuellement. Mais quand on commence avec les vélos sans pédales, on sauve 2 ans. Donc, au lieu que ce soit vers 6 ans et demi qu'un enfant soit autonome sur un vélo, c'est plus vers 4 ans et demi. Donc, ça permet même aux familles de bouger un peu plus après, là, quand ils vont dire « Ah, OK, ben là, les enfants sont corrects, on peut aller faire des balades et tout et tout. » Donc, ben voilà, c'est un petit peu ça l'idée derrière ce projet-là. On a choisi le vélo d'équilibre, puis on a fait des tests un peu avec les enfants. Puis jusqu'ici, là, ben, on avait une fois. Nous, on est chanceux, le jardin d'enfants, on a le chemin des Sœurs qui va jusqu'au fleuve. Alors, quelle bonne idée. On y va à pied, mais là, en vélo, on va être plus rapide, on peut aller plus souvent. Il n'y a pas de voiture, on est en sécurité. Puis les enfants, ben, selon leur vitesse, puis vont augmenter leur vitesse et leur assurance aussi d'équilibre. Ce qui fait que nous, on va pouvoir aller plus loin encore sur le chemin des Sœurs. Est-ce que tu es content de faire du vélo ce matin? Oui. Puis vous êtes allé vous promener avec les amis à l'extérieur? Ben oui. Ben oui. T'en avais-tu déjà un vélo, toi? Est-ce que tu en avais un vélo à la maison? Oui, c'est un vélo vert. Papa et maman y en avaient acheté un déjà. Oui. Oui. Puis là, il est quelle couleur ce vélo-là que tu as reçu? Il était vert. Il était vert. Puis là, est-ce que vous allez faire des courses en vélo? Ben oui. Puis on fait une petite promenade. T'as envie de faire une petite promenade? Est-ce que tu étais contente de recevoir le vélo aujourd'hui? Oui? Oui.
T'es allé faire une promenade à l'extérieur avec les amis? Oui, Puis comment t'as aimé ça? c'est trop bien. C'était bien? Puis est-ce que tu en avais un vélo à la maison? Donc c'est la première fois que tu as un vélo. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser la prochaine année au complet. Merci d'avoir participé. Yes! Bye bye! Alors, j'ai l'honneur de recevoir Pierre Landry et Micheline Pelletier du Chœur polyphonique de Charlevoix. Bienvenue. Bonjour, madame. J'oserais pas vous pousser la chansonnette, mais c'est pas l'envie qui me manque. Le chœur polyphonique. Moi, le chant, le chœur, le chant, c'est une chose que je trouve très, très importante. C'est un art intéressant. Et si tu veux bien, Pierre, me relater un petit peu, le chœur polyphonique, ça fait déjà quelques années là, que c'est implanté. Oui, dans les années 90. On va avoir le 30e anniversaire dans 2 ans, je crois. Wow! Alors, ça s'en vient. Oui. Ça s'en vient. Et un chœur, souvent, moi j'ai fait partie de certaines chœurs et chorales à Québec. Un chœur a souvent des choix de répertoire qui sont quand même plus exigeants. Alors, j'aimerais, Micheline, que tu nous parles un petit peu du choix qui a été fait cette année pour votre fameux concert de Noël que vous organisez depuis au moins 10 ou 15 ans. On est habitué de savoir que le chœur va avoir son concert de Noël. Ah. Alors, le choix musical cette année de M. Sylvain Landry s'est porté sur... Bien, la pièce principale, c'est le Gloria de Vivaldi, qui est une pièce vraiment qui transporte... c'est ça, qui nous transporte. Comme le chant en général aussi. Là, oui. Mais le Gloria, c'est très joyeux, c'est très, très sonore. L'essentiel de vos pièces, je pense, sont classiques. Hein? Vous allez vous présenter en général, oui, ce sont des pièces classiques, des pièces du répertoire de la musique sacrée, musique profane, des opéras, aussi on a chanté des musique de film. Musique de film, oui. Ça avait été très apprécié, ce concert-là. Oui, oui, oui. Des musiques on a fait aussi la collaboration avec le Cirque symphonique qu'on a fait sur des musiques du Cirque du Soleil. Qui ont été mises en musique arrangées pour chœur par monsieur, c'est Bellemare? Gilles Bellemare. Gilles Bellemare. Micheline, pourquoi on décide d'entrer dans un chœur qu'on le sait qu'il va être exigeant? Parce que un chœur dit répertoire un peu plus classique, tu expliquais du sacré, donc souvent il faut faire du travail à la maison. C'est pas juste une activité sociale. Je me rends le mardi soir à ma pratique sans avoir travaillé en amont. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de faire partie d'un chœur? Bien, c'est tout d'abord l'amour de la musique. T'aimes ça, tu chantes chez vous, t'entends parler d'un chœur, tu vois des chœurs, tu dis hey, « j'aimerais ça ». Là, t'entends parler du chœur polyphonique. Puis y rester, la plupart des gens qui viennent, ils passent pas une entrevue, mais une audition pour voir pour le classement de la voix. Puis les gens décident si oui, ça les intéresse ou non. Mais rester, puis travailler. Moi, j'aime ça, travailler chez moi, puis travailler en groupe, c'est encore plus passionnant. Puis c'est sûr, mais il y a du travail, si on travaille bien en groupe, c'est plus facile de travailler chez soi. Mais il faut se préparer. Maintenant, on prépare nos pièces à la maison. On a des trames d'apprentissage qui nous sont envoyées, des modèles, tout ça. Puis on peut travailler de cette façon-là. C'est qu'on arrive pour préparer. Chacun des quatre voix. Hein? Oui. Alto, soprano pour les femmes, basse et ténor pour les hommes. C'est exact. Donc, avec la musique de base. Oui. Moi, je sais que mon beau-frère, il écoutait sa musique, puis il chantait, il suivait. J'imagine que c'est un peu la même chose. Oui. Okay. Oui. Auparavant, on travaillait en pupitre distinct avec une pianiste. Mais maintenant, on travaille chez nous. C'est efficace aussi.
Et puis, ça permet d'économiser un petit peu plus. Oui, c'est ça. Puis, Mais, pour préparer un concert de Noël, vous faites combien de répétitions en présentiel avec tout le monde, là? Ça, le nombre exact, je ne sais pas, mais ça commence à la fin août et ça va jusqu'à la veille du concert. D'accord. Moi, j'en ai 19 ici, excuse-moi. Oui. J'en ai 19 ici sur ma Donc, liste. 19 pratiques Ça, là, c'est que vous faites. Ça, c'est l'automne. Oui, d'accord. En Pour hiver, l'automne. ça commence à la mi-janvier, puis ça va jusqu'à la fin mai. Oui, parce que vous Alors, faites toujours un concert. Il y en a toujours un peu quelque plus. chose. Oui, de c'est ça. répétitions. Fin mai, début de juin. Pierre, est-ce que tu peux nous parler à quelle date est votre concert de Noël? À quel endroit? C'est quoi le prix d'entrée? C'est le 1er décembre à 14 heures à l'église des Éboulements, C'est un dimanche. un dimanche. Et le prix d'entrée, c'est 30 pour les adultes et 15 pour les 18 ans et moins. Et puis, pourquoi l'église des Éboulements? Parce que je sais, on en parlait un petit peu, ça doit faire au moins 10-15 ans que vous faites des concerts de Noël. Cette église-là, dans les dernières années, est pas mal votre choix préféré. Pour quelle raison? Il y en a plusieurs, mais la principale pour cette année, c'est que le concert exige la présence d'un orgue. Et il y en a un aux Éboulements. La deuxième raison, c'est la qualité acoustique de l'église. Pour la musique et le chant, ça s'y prête bien. L'autre partie de la réponse, c'est que le concert de Noël a lieu à chaque année, mais à des endroits différents. Okay. Ça a été longtemps à Baie-Saint-Paul, ça a Oui. été au domaine Forget, ça a été à la Malbaie, ça a été... Oui, parce que vous êtes le chœur polyphonique de Charlevoix, donc vous voulez être partout sur le territoire, pas juste un... Oui, c'est ça. Oui, partout. Oui, c'est important parce que, par exemple, si on le fait toujours à Saint-Irénée, les gens de Baie-Saint-Paul sont pénalisés, entre guillemets. Oui. Mais si on le fait un peu partout, les gens ont la chance de venir d'où qu'ils soient. Mm-hmm. Malgré qu'on n'a pas beaucoup de routes à faire quand on veut aller entendre un concert de qualité dans Charlevoix. Moi, je pense que même si on a à se déplacer du côté de la Malbaie ou de Baie-Saint-Paul, Saint-Irénée, c'est souvent la terre du milieu. Voilà. Donc, le lieu de compromis là, pour faire... Ou les éboulements, tu sais, c'est... Mais moi, cette année, les éboulements deviennent le milieu. Oui, le milieu, la terre du milieu. Quelle est votre... quelle sera la personne qui va être à l'orgue pour vous accompagner pour le concert? C'est Mme Renée Gagnon. Toujours sous la direction de Sylvain Landry, oui. qui est là depuis le début de la Fondation. Depuis le tout début, lui, il est tombé dans la marmite dès le départ. C'est que les femmes qui voulaient... C'est un groupe de femmes au départ qui voulaient chanter, qui voulaient faire du chant intéressant. Et ils ont entendu parler de Sylvain, qui était dans la région de Québec, qui était venu ici. Et ils lui ont demandé de diriger. Et Sylvain a accepté. Et depuis ce temps-là, il accepte chaque année. Je sais qu'il est bien secondé, je pense, par Sœur Carmen Gravel, que tout le monde connaît dans la région. Elle a été professeure de musique. Elle est encore très dédiée, ainsi qu'avec Sœur Michel Lessard, au chœur polyphonique, n'est-ce pas? Oui, et Sœur Carmen voyage de Québec pour venir aux répétitions. C'est une femme incroyable, pleine d'énergie et qui adore le chant. Dis-moi, Pierre, je sais que le chœur, il a été, à un moment donné, il y a eu, moi je pense que vous avez eu beaucoup de membres à un moment donné, puis comme dans le temps, souvent ça fluctue. Présentement, le chœur, il y a combien de Présentement, membres? Oui. Une quarantaine de chanteurs, de choristes. Il y a déjà eu jusqu'à 100, mais ça, c'était une autre époque. Oui. C'était au début. Mais le vieillissement de la population affecte le chœur comme il affecte d'autres organisations. Oui, mais on a réussi depuis 2 ans à aller chercher quelques nouveaux choristes, plus jeunes que ceux qui sont là depuis le début. Mais ça, c'est encourageant, parce que si on est capable d'aller chercher des voix plus jeunes, c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Il faut renouveler un petit peu Voilà. dans le contexte où on sait que Charlevoix est quand même une des MRC avec une attraction pour les gens qui veulent vivre une retraite proche de Québec, mais dans la nature. Donc, on sait que la moyenne d'âge de la population est un petit peu plus élevée qu'ailleurs. Mais moi, pour avoir travaillé pour les Petites Franciscaines toute ma carrière, ma troisième moitié de carrière, on est vieux à 90. Pas avant. Donc, on est capable de faire encore bien des choses. J'aime vous l'entendre dire. Oui. On peut tellement encore contribuer puis participer à déployer plein de choses dans nos régions. Qu'importe l'âge qu'on a, dans le fond, il faut juste s'adapter dans le rythme dans lequel on rentre à une certaine époque de notre vie. C'est s'adapter, mais aussi les gens qui ont déjà chanté ou qui aiment le chant.
c'est une façon de poursuivre dans la même veine. C'est pas parce que les gens arrivent à 65, 70 ou 75 ans que c'est nécessaire d'arrêter. Non, c'est ça. Oui, parce qu'on est capable de chanter très longtemps si on fait attention à sa voix. La voix, c'est aussi un outil merveilleux de, je dirais, de rajeunissement ou de se reconnecter à son cœur, notre cœur, pas notre cœur physique, mais notre cœur, je dirais, métaphysique. Oui. Tu sais qu'il n'y a pas d'âge, finalement. Puis, on aime chanter quand on est petit. Moi, je regarde les petits qui m'entourent, puis on aime chanter, puis à tous les âges, on aime chanter, puis c'est ce qui rassemble aussi les gens. C'est ça qui est merveilleux. Donc, je trouve ça important, une belle activité comme vous portez et que vous continuez à porter. Oui, chanter aussi, personnellement, ça nous apporte beaucoup, ça nous comme on est transporté, on est hors du temps quand tu chantes. Ouais. Puis quand tu es avec un groupe, c'est encore plus, tu sais, un son. Oui, puis la vibration, l'échange vibratoire que le son, la voix donne, c'est très intéressant. Oui, c'est très, effectivement, c'est enlevant. Enlevant, c'est ça. Ça nous élève. Oui. Merci Pierre, merci Micheline d'être venue. Je vous souhaite un concert enlevant et je suis certain que les gens à la maison vont vivre un moment exceptionnel. Voyez comment à l'émission ça se passe chez vous. On traite de toutes sortes de sujets, donc je vous dis à bientôt.